Salut à toi citoyen informé. Aujourd'hui, on va parler d'un truc vraiment grave et ça se passe en Ukraine. La nuit dernière, la ville portuaire d'Odessa a été la cible d'une attaque massive de drones russes. On parle de plus de 300 drones et 30 missiles qui ont visé des infrastructures civiles, un immeuble de 9 étages a été détruit et une femme a perdu la vie. C'est pas juste une attaque, c'est un message de Moscou à l'Ukraine, mais aussi au reste du monde. Alors pourquoi maintenant? Que cherche Poutine avec cette escalade et surtout, que fait l'Occident? On décrypte tout ça ensemble dans cette vidéo. Installe-toi bien, like si tu veux soutenir le contenu indépendant, et c'est parti. Alors déjà, faut comprendre ce qui s'est passé. Dans la nuit du 18 au 19 juillet 2025, la Russie a lancé l'une des attaques les plus intenses de ces derniers mois. Plus de 300 drones, majoritairement des Shahed de fabrication iranienne, et une trentaine de missiles de croisière. Les cibles, principalement des infrastructures stratégiques selon Moscou. Mais dans les faits, c'est un immeuble d'habitation à Odessa qui prend cher. Une femme est tuée, 6 personnes sont blessées, dont un enfant, et des dizaines d'autres évacuées en panique. Et c'est pas juste Odessa. 10 régions ont été touchées cette nuit-là. À Pavlorad, une autre ville de l'Est, les dégâts sont considérables. Hôpital, caserne de pompiers, immeubles, usines, tout ça dans une seule salve de frappe. Alors maintenant, on se pose tous la question, pourquoi une telle intensité? Une démonstration de force. La Russie veut montrer qu'elle a encore la main. On est dans une phase de guerre d'usure, et Moscou utilise les drones comme arme de harcèlement psychologique et stratégique. Ces attaques massives, ça casse les nerfs, ça fatigue les systèmes de défense, et ça fait des dégâts visibles. Les États-Unis, l'Allemagne, la France, tout le monde s'est récemment engagé à fournir davantage d'aide militaire à l'Ukraine, missiles, systèmes anti-aériens, drones de combat, et comme par hasard, paf, une pluie de drones russes quelques jours plus tard. C'est pas une coïncidence, c'est un signal. Vous armez Kiev, on vous montre ce que ça coûte. C'est plus juste des tanks et des tranchées, aujourd'hui c'est une guerre de drones. L'Ukraine en fabrique, la Russie en reçoit, l'Iran en vend, et tout le monde en utilise. Et ce qui s'est passé cette nuit-là, c'est une bataille de technologie dans le ciel ukrainien. Et franchement, les récits sont glaçants. Un habitant d'Odessa raconte « On dormait et d'un coup une explosion. Les vitres ont volé en éclats. L'immeuble s'est mis à trembler. Les gens criaient. J'ai attrapé ma fille et on a couru dehors. Les pompiers, eux, ont dû intervenir dans les étages supérieurs d'un immeuble en feu. Il y avait des gens coincés entre le 6e et le 9e étage. On a évacué tout le monde au milieu de la fumée et des débris. À Pavlorad, c'est pire. L'attaque la plus violente que la ville ait connue depuis le début de la guerre. Une caserne détruite, une usine réduite en cendres et un hôpital touché. Ça, c'est pas un dommage collatéral, c'est une stratégie de terreur. Beaucoup se demandent quel est le plan derrière cette brutalité. D'un côté, Poutine veut faire pression sur la population ukrainienne. La peur, la fatigue, la destruction, c'est une manière de dire « résistez et vous en paierez le prix ». De l'autre, il envoie un message clair à l'Occident. Vos armes ne suffisent pas. Votre soutien ne m'arrête pas. Mais soyons clairs, ce genre d'attaque n'est pas juste militaire. C'est politique, c'est stratégique et c'est médiatique. Car pendant qu'on en parle ici, à Paris, à Alger, à Montréal ou à Dakar, le Kremlin jubile de voir l'attention mondiale braquée sur cette nuit-là. Zelensky a réagi très vite. Il a salué l'efficacité des défenses ukrainiennes. Environ 160 drones ont été abattus. Pas mal. Mais ça reste insuffisant. Et il le dit lui-même, il faut encore plus d'aide. Plus de DCA, plus de radars, plus de drones. Et pendant ce temps, les Ukrainiens encaissent. Les civils, les secouristes, les volontaires, eux, ils n'ont pas le luxe de faire des analyses géopolitiques. Eux, ils vivent ça nuit après nuit. Alors que fait le reste du monde? Les Américains ont envoyé un envoyé spécial à Kiev, juste avant l'attaque. Ensemble, ils ont annoncé le développement commun de drones de surveillance et d'interception. L'Union européenne condamne, bien sûr. Mais au-delà des mots, les livraisons de matériel prennent du temps. Et côté russe, le Kremlin dit avoir abattu 83 drones ukrainiens. La guerre de l'info continue. Ce qu'on peut attendre dans les prochains jours, une nouvelle vague d'aide militaire occidentale, peut-être plus rapide, des représailles ukrainiennes ciblées sur des bases russes, et potentiellement une escalade encore plus forte. Car à chaque attaque de ce genre, le risque de débordement augmente. Mais surtout, il faut garder les yeux ouverts. La guerre en Ukraine est toujours là. Elle évolue, elle se modernise, mais elle fait toujours des victimes civiles, et elle pourrait un jour s'étendre. Voilà, c'était un résumé de ce qu'il s'est passé à Odessa la nuit dernière. Un rappel brutal que cette guerre est loin d'être finie. Une guerre de drones, mais aussi une guerre d'usure, une guerre de nerfs. Et toi, qu'en penses-tu? Est-ce que l'Occident doit faire plus? Est-ce que cette guerre peut se terminer autrement que par la force? Dis-moi ce que tu penses dans les commentaires. Et si t'es encore là, c'est que ce genre de contenu t'intéresse. Alors abonne-toi, active la cloche et surtout partage la vidéo. Ça aide énormément pour faire tourner les infos qui comptent. Pendant que l'Ukraine subit une nouvelle vague d'attaques dévastatrices, une autre bataille bien différente se joue à quelques milliers de kilomètres ici, en France. Pas de drones ni de missiles, mais une lutte citoyenne pour protéger la santé publique, la démocratie et la biodiversité.
C'est du jamais vu à l'Assemblée nationale. Une pétition en ligne a dépassé les 500 000 signatures en quelques jours pour réclamer l'abrogation d'une loi très controversée, la loi Duplon, qui facilite notamment le retour de certains pesticides néonicotinoïdes interdits. Derrière cette mobilisation, une inquiétude profonde pour la santé et la biodiversité, mais aussi pour la démocratie. Pourquoi cette loi fait-elle autant scandale? Qui est derrière cette vague citoyenne? Et est-ce que cette pétition peut vraiment bloquer la loi? On vous explique tout. La loi Duplon, adoptée en juillet 2025, est présentée par le gouvernement comme une loi de simplification agricole. Objectif affiché, alléger les règles pour les agriculteurs, mais en réalité plusieurs mesures inquiètent. Le retour dérogatoire de 2 pesticides néonicotinoïdes pourtant interdits depuis 2018. La possibilité de fusionner les conseils et la vente de pesticides remettant en question l'indépendance du conseil agricole. Une simplification des procédures pour construire des méga-bassines ou défricher plus facilement. La loi a été adoptée sans débat public à l'Assemblée grâce à une motion de rejet préalable, une méthode que beaucoup ont jugée antidémocratique. Les scientifiques dénoncent un retour en arrière écologique. Les néonicotinoïdes sont surnommés les pesticides tueurs d'abeilles. Leur impact est massif sur les pollinisateurs, les sols et même potentiellement sur la santé humaine. Les ONG écologistes comme Génération Future, Greenpeace ou Polinis parlent d'un texte écrit sous la pression de la FNSEA et des lobbies agro-industriels. Côté politique, la gauche et les écologistes montent au créneau, certains députés parlent même de « loi du cancer ». Enfin, la manière dont la loi a été adoptée sans débat démocratique a choqué une large partie de l'opinion. C'est une jeune étudiante, Éléonore Pattery, qui a lancé la pétition sur le site officiel de l'Assemblée nationale début juillet. Son message est clair. Cette loi est une attaque frontale contre la santé publique, la biodiversité, la cohérence des politiques climatiques et le bon sens. Résultat, en 3 jours, 100 000 signatures. En une semaine, plus de 250 000. Et le 19 juillet, plus de 500 000 signatures, seuil critique qui oblige l'Assemblée à envisager un débat en hémicycle. C'est la pétition la plus signée de l'histoire du site parlementaire, même celle contre la Bravem n'avait atteint que 264 000 soutiens. La plateforme parlementaire précise, si une pétition dépasse les 500 000 signatures, issues d'au moins 30 départements différents, la conférence des présidents doit se réunir pour décider de l'organisation d'un débat officiel à l'Assemblée. La pétition a rempli les conditions légales. Ce qui change, c'est qu'un débat parlementaire devient possible, voire probable, à l'automne 2025. Attention, ce n'est pas une abrogation automatique de la loi, mais c'est une victoire symbolique forte qui pourrait mettre la pression sur le gouvernement et relancer le débat médiatique et politique. Autre levier, la saisine du Conseil constitutionnel par des députés de gauche. Ils espèrent faire invalider la loi au nom du principe de précaution et du droit à un environnement sain. Cette pétition marque un tournant dans la démocratie numérique française. C'est la première fois qu'une initiative citoyenne atteint ce niveau d'engagement sur le site de l'Assemblée. Et cela montre une chose. Les Français ne sont pas indifférents quand il s'agit de santé, de biodiversité ou de transparence politique. Elle prouve aussi que la société civile peut peser face à des décisions technocratiques ou influencées par les lobbies. Enfin, cette affaire pourrait devenir un cas d'école dans l'avenir des relations entre citoyens et institutions. Un test pour savoir si la démocratie représentative sait encore entendre la voix populaire. Alors si vous êtes concerné aussi par l'avenir de notre agriculture, de notre santé et de notre planète, parlez-en, partagez cette vidéo et abonnez-vous pour suivre les suites de cette mobilisation historique. À très vite pour la suite de ce bras de fer entre le peuple et le pouvoir.